Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et pour cette dernière semaine en compagnie de Dominique Lanzalavi. Bonsoir. Bonsoir. Alors depuis 15 jours, nous avons évoqué votre ouvrage Cabaret Corse, autant des guitares aux éditions Albiane et le documentaire. On va continuer à parler de ces cabarets, on va rentrer dans la période finalement de fin de ces cabarets. Ce sont les années 80 peut-être qui sonnent le glas. Je ne sais pas si la formule n'est pas trop mortifère, mais en tout cas qui sonne la fin de certains de ces cabarets. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas un coup d'arrêt comme ça. Brutal. C'est pas tous les cabarets qui s'arrêtent d'un coup. Il y a certainement un phénomène qui commence à décliner. Même si, par exemple, à Bastia, José Baldry, qui me dit que les années 80, pour lui, le fanal, c'était le top. Voilà, c'est là qu'il a eu le plus de monde. Mais certainement parce que lui avait intégré déjà dans ses soirées tous les jeunes du réacuiste des groupes corses. Donc il avait déjà un peu changé de clientèle, je dirais, et même de musiciens, quoi. Non, c'est vrai que ça commence un petit peu à décliner. Il faut dire aussi que beaucoup de cabarets marchaient grâce à leurs propriétaires, à leurs fondateurs, qui, dans ces années 80, commencent à disparaître. Paulo Cuicci a eu un accident de voiture et il est mort assez jeune, à Ajaccio. Antoine Bonnet, lui, il commençait vraiment à vieillir. Après, il a vendu son cabaret. Tintin Pasqualini est décédé aussi en 1987, si je ne me trompe pas, au Radagio à Bastia. Donc forcément, voilà, il y a toute une génération de patrons qui a commencé à soit prendre la retraite, soit à disparaître. Donc forcément, ça a créé un certain déclin, puisqu'il n'y a pas eu forcément toujours la relève. À Bastia, il y a eu la relève. Jacques Nicolai, Gérard Rinaldi ont pris la relève de Tintin Pasqualini. Bon. Mais quand même, il y a un phénomène qui commençait à décliner, peut-être à passer de mode aussi, dans cette fin des années 80. Et donc tout doucement, comme ça, on a des cabarets qui ont commencé à fermer leurs portes, sur le continent aussi. Sur le continent, on était passé à l'époque des boîtes de nuit. Certains ont fermé. Il y a même certains cabarets qui ont fermé, il faut le dire aussi, parce qu'il y a eu des histoires. Et même s'il n'y avait jamais eu d'histoire dans les cabarets, ils m'ont toujours dit, nous, il n'y avait pas de bagarre, c'est pas l'époque des bagarres. Pendant 30 ans, tout le monde se mêlait dans la clientèle des cabarets, du voyou au juge, en passant par le policier, l'ouvrier, et il n'y avait pas d'histoire. Mais il y a quand même certains cabarets où il y a eu, malheureusement, des affaires qui ont fait qu'ils ont été obligés de fermer. Par exemple, des affaires, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui se fait tuer dans un cabaret ou devant un cabaret. C'est lié évidemment au contexte tendu de la Corse, de cette Corse des années 80-90. Oui, non, mais c'est aussi dû au milieu de la nuit, où ça arrive, dans le milieu de la nuit. Voilà. Mais bon, c'est pas la raison principale, mais certains, en tout cas, ça a été la raison de leur fermeture. Les autres, c'est essentiellement la retraite du patron qui était connu, les gens venaient pour lui. En Corse, souvent, on ne va pas manger dans tel endroit, on dit on va chez François, on va chez Paul, on va chez Mathieu. Bon, ça participait de ça. On allait chez le patron du cabaret. Donc évidemment, quand il n'était plus là, certains ont décliné. Et puis surtout, il y a évidemment la mode des boîtes de nuit qui a pris le pas sur le reste. Mais on a eu l'apparition d'autres cabarets aussi. Par exemple, Pedro Fucci avait monté un cabaret vers Moriani, enfin un peu plus loin, vers Cervione plutôt, où là c'était un peu le contraire. On faisait vraiment du traditionnel corse. Parfois il y avait même des cours de quadrille avec Minigal et tout ça. Pedro Fucci avait monté un cabaret un peu différent de l'ancienne formule en fait. Cabaret riacuiste, si on peut dire. Cabaret riacuiste, voilà, si on peut dire. Ça serait peut-être le terme. Riacuiste, mais il y avait aussi, c'est Jérôme Souzini qui me racontait ça, qui est guitariste et journaliste. Il me disait, lui, il participait. Il y avait aussi le répertoire qu'ils aimaient bien, c'est-à-dire aussi le répertoire sud-américain, le répertoire folk. Vous voyez, il n'y a pas que du corse non plus. Peut-être plus dans une ambiance, on peut dire, village, un peu moins scénarisée peut-être que le cabaret aussi. C'est peut-être cette ambiance-là qui naît dans les années 80. On a envie peut-être de faire des bars, plus des bars que des cabarets, non ? Oui, c'est ça. Il y avait... Bon, enfin, moi, je l'ai vécu, ça, pour le coup. Autant, je n'ai pas vécu les années 50, autant les années 80, c'était la mode un peu on ne peut pas dire les bars lounge, parce que c'est plus les années 2000, mais ça commençait déjà un peu. Moi, je me rappelle des bars à Bastia. C'était plus la même ambiance que les cabarets. C'était plus la musique live, parce que le cabaret, c'est la musique live, c'est joué par des gens. Parfois, il n'y avait même pas de micro, on chantait comme ça. Là, c'est la mode de la sonorisation, du disque aussi, qui prend un peu le pas sur les musiciens qui jouent. Donc, il y a quelques jeunes qui essayaient à cette époque de maintenir ça, cet esprit cabaret, mais la majorité, ils allaient dans les endroits où on passait des disques.
Merci beaucoup Dominique Lanzalavi, on se donne rendez-vous demain. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostral. Nous sommes mardi, nous sommes sur Alta Frequenza en compagnie de Dominique Lanzalavi. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle votre ouvrage Cabaret Corse au temps des guitares aux éditions Albiane ainsi que le documentaire. On a parlé de cette fin, si on peut dire, des cabarets. Est-ce que les cabarets étaient finalement des lieux de culture et qu'il est encore aujourd'hui difficile de les remplacer? En tout cas, des lieux où la culture corse pouvait s'exprimer au grand public, on peut dire. Ma vision des choses, c'est ça. Je pense que avant tout, c'était des lieux d'amusement. Il faut dire ce qui est. On allait dans un cabaret pour s'amuser, pour boire, pour rencontrer un partenaire, pour danser, voilà. Mais il faut bien constater quand même que pendant des décennies, dans ces cabarets, ça a maintenu tout un répertoire corse vivant, quand même, des vieilles chansons qu'on chantait là. Ça a permis à un nouveau répertoire corse d'apparaître. Donc je pense que ça a été fondamental, le rôle des cabarets, et puis aussi dans la diffusion de la culture corse ailleurs, puisqu'on les a retrouvés non seulement sur les continents, mais dans tous les continents où étaient les Corses. Donc en Algérie, en Afrique, en Asie, de partout, en Indochine, où on veut. Donc je me rappelle, François Jordan, il me disait qu'ils étaient partis aux Nouvelles Hébrides, parce qu'il y avait, comment il s'appelait, Jojo Moresco, qui avait monté l'Amicale des Corses là-bas. Il me dit, quand on est arrivé là-bas, j'ai dit, mais l'Amicale des Corses, vous êtes combien? Ils ont dit, on est 3. Et il était un peu étonné, il dit, mais ce soir, combien on va être à la soirée? Il me dit, le soir, il y avait 1500 personnes sur la place pour écouter des chanteurs corses. Donc ça montrait bien qu'il y avait un réel engouement pour ce chant corse un peu partout. Donc on le voit aussi à travers du disque. C'est l'émergence d'énormément de disques corses qui se vendaient très très bien. Et forcément, avec la disparition de ces lieux d'expression du chant corse, ça a posé un problème. Aujourd'hui, on le voit bien, et il n'y en a quasiment plus. Les jeunes en sont réduits l'été à faire des soirées, je dirais, pour se faire payer pour les touristes comme ça dans un bar ou un restaurant, où parfois on mange et on n'écoute même pas ceux qui chantent. Voilà, donc, et après on passe directement par contre à la scène. Mais là, c'était un lieu d'expression quotidien. C'est-à-dire les chanteurs, les musiciens pouvaient aller chaque soir se confronter à un nouveau public et qui venait pour les entendre. Ils ne venaient pas pour manger ou faire autre chose. Ils venaient pour entendre la chanson corse. Est-ce que le cabaret aussi, finalement, a été un vecteur de transmission de la langue corse? Est-ce qu'elle était beaucoup plus maintenue dans ces lieux de convivialité? Aujourd'hui, finalement, on n'a pas d'endroit véritablement où on peut parler corse. Après, il faut dire aussi que c'était une génération pour qui c'était naturel. C'était naturel, évidemment. Tous ceux qui ont connu le cabaret de cette époque, même si certaines chansons étaient chantées en français, aussi parce qu'on voulait que le touriste comprenne, ou le Parisien, quand c'était dans un cabaret parisien, on voulait qu'il comprenne la chanson. Donc on écrivait certaines chansons en français, même de nombreuses chansons en français. Mais entre eux, ils ont toujours parlé en corse. C'est même ça qui les a choqués, lorsque plus tard, dans les années 70, on leur disait qu'ils étaient pas assez corse, presque, quelque part, parce qu'ils chantaient en français. Ils disaient, mais nous, on a toujours parlé en corse. C'était une évidence pour nous de parler ou de chanter corse. Vous voyez, ils ne comprenaient pas pourquoi on les accusait de ça. C'est pas parce qu'on chante quelques chansons en français qu'on n'aime pas la langue corse, parce que c'est leur langue maternelle. Donc forcément, aujourd'hui, non seulement cette langue elle a commencé à décliner dans ces années-là, la nouvelle génération, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais c'est pas beaucoup moins, en tout cas, la langue maternelle comme à l'époque. Et en plus, il n'y a plus ces lieux-là. Donc là, c'était normal. On se réunissait, on parlait en corse, on chantait corse. Donc il faut espérer qu'il y a peut-être un retour de ce genre d'établissement, je pense. Est-ce qu'aussi la fin des cabarets, finalement, ça marque peut-être le déclin d'une connaissance de cette musique corse sur le continent, puisque les cabarets, c'était des lieux finalement où on pouvait côtoyer quasi quotidiennement la musique corse, la culture corse à Paris, à Marseille, et aujourd'hui ce n'est plus le cas. Ah ben ça c'est évident, hein. Ça c'est évident que les continentaux en tout cas ont toujours aimé entendre ces chansons corses, et même encore aujourd'hui. Puisque lorsqu'on voit le succès, je dirais, de ceux qui ont pris un peu la suite, comme des gens comme Jean Mancogne ou Jean-Pierre Marcellesi, partout où ils passent, c'est un carton. En France et même à l'étranger. Donc il y a un vrai engouement. Lorsqu'ils ont monté des cabarets à Paris, eux, récemment, là, dans les 15 dernières années, ça ne désemplissait pas.
Donc il y a toujours un vrai plaisir, je pense, pour les continentaux à écouter ces chansons corses. Ça, c'est sûr. Hein. Dominique Lanzalave, merci. On se donne rendez-vous demain. Merci, au revoir. Merci. Bonsoir, nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza en compagnie de Dominique Lanzalavi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça fait bientôt 3 semaines que vous êtes en notre compagnie. Donc, je rappelle évidemment cet ouvrage Cabaret Corse, autant des guitares aux éditions Albiane, ainsi que le documentaire et l'ensemble des émissions qui sont disponibles sur le www.alta-frequenza.com en vidéo et en podcast. Maintenant, on va finalement aujourd'hui parler du retour en grâce de cette culture cabaret. Le précurseur, on peut le dire, c'est Maïpech. Alors, il y a eu d'autres tentatives, notamment Jean Mincogne. Jean Mincogne avait sorti déjà un album un peu de compilation, aussi de reprise, je dirais, des chansons phares des cabarets. Ce qui a été marquant avec Maïpech, c'est que c'était un des acteurs les plus connus des groupes du Reacuis, hein, des Ciamadialesi, qui d'un coup faisait presque un coming out culturel en disant mais moi j'ai toujours chanté les chansons de mes parents, peut-être à la piatto, mais je les ai toujours chantées. Et donc il y a notamment l'album Raeus Tuzidelu, où il reprend toutes ces vieilles chansons qui ont toujours plu même aux gens du Reacuis. Mais là c'était dit franchement, voilà, c'était dit, moi je viens de là aussi, voilà. Pourquoi finalement ce coming out, je sais pas, pourquoi assumer à ce moment-là et faire un album de reprise justement? Alors ça, il faudrait poser la question, mais vous l'avez eu en entretien. À sa place. Mais moi je pense aussi que on réfléchit pas de la même façon à 20 ans qu'à 40. Je dirais. Forcément, dans leur jeunesse, eux, leur combat, c'était avant tout sauvegarder la padielle et faire du chant politique, je dirais. Ils n'auraient pas eu l'idée d'enregistrer à l'époque ces chansons-là. Par contre, des années plus tard, lui, en tout cas, c'est ce qu'il dit dans le film, on s'est aperçu qu'on avait sauvé, c'est vrai, quelque part, la padielle, le chant traditionnel, hein, mais que c'est l'autre répertoire maintenant qui commençait à disparaître. Les vieilles chansons que chantaient nos parents, c'est celles-là qui avaient été mises de côté et que du coup les gens oubliaient. Donc il s'est dit, mais bon, il dit qu'il n'a même pas fait ça de façon militante. Il dit, moi je l'ai fait simplement pour enregistrer un album de chansons qui me plaisait avant tout, hein, que j'ai toujours chanté. Mais c'est vrai que c'est eu cette conséquence. Et il y a aussi toute une génération maintenant, même des plus jeunes, qui reprennent ces chansons-là. D'ailleurs, là, très récemment, vient de sortir un album de Francine Massiani, Eternechté, où elle reprend les chansons des frères Vincenti. Tout simplement parce qu'elle les a chantées quand elle était enfant et qu'elles lui plaisent, ces chansons. Voilà. Donc, on peut revisiter ce répertoire à l'infini parce qu'il est très, très beau. Après, il faudrait évidemment un nouveau répertoire. Je disais, il y a eu des tubes des années 50-60, il y a eu les tubes du Reacuis. Bon, il y en a encore aujourd'hui, mais je pense qu'il faut aller encore plus dans la créativité et pas forcément faire que des reprises, c'est ça que vous voulez dire. Ça, en tout cas, cet album de Maïpech, finalement, a eu un grand succès. Comment expliquer aussi que le public peut-être était prêt justement à voir ce retour de la culture cabaret? Parce que je pense, honnêtement, je pense que c'est vraiment, ça tient tout simplement à la beauté de ces chansons. Hein. Elles sont très mélodieuses, elles parlent à tout le monde. Donc le fait qu'elles soient réorchestrées, je dirais, réinterprétées par d'autres voix, je pense que c'est tout à fait normal, mais c'est presque ce qu'on a vu aussi dans la chanson française. Hein. Je dirais, lorsque Patrick Bruel reprend les vieilles chansons parisiennes, ça a le même succès. Hein. Donc je pense qu'il y avait effectivement eu ce clivage, on avait un peu oublié ce répertoire-là, alors qui traînaient tous dans nos têtes. Moi j'ai des chansons de cette époque-là qui traînent dans ma tête en permanence. Donc quelque part, tous les Corses, même les plus jeunes, moi je ne me classe pas dans les plus jeunes, il faudrait demander à ceux qui ont 20 ans, mais pour nous, en tout cas la génération 40-50 ans, on les avait toujours eus. Voilà. Donc ça montrait bien qu'on pouvait à la fois aimer les chansons des groupes corses, mais aussi celles du répertoire de nos parents. Après, sur les jeunes de 20 ans, moi je pense que ça ne leur pose même pas de problème de ce que je vois en soirée, puisqu'eux sont capables de chanter les chansons des deux répertoires dans la même soirée. De manière indifférente, voilà. Oui, pour eux, ils n'ont pas connu ce clivage-là, donc je ne sais même pas si ça leur parle. Et puis il y a des ponts qui ont été tracés, notamment par exemple au Fanal à Bastia, au Radagio, mais aussi au son de guitare à Ajaccio, où des gens comme Voce Vento,
Frédéric Pogge et tout ça, tout le groupe Voce Vent, ont fait des spectacles avec des dommages à Tino Rossi, par exemple. Il y a eu vraiment, ces générations se sont presque réconciliées et se sont mêlées aujourd'hui dans la chanson. Et donc ça, je pense que c'est que profitable à la chanson corse. Merci beaucoup Dominique Lanzalave. On se donne rendez-vous demain pour l'avant-dernière émission. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostral. Nous sommes jeudi, nous sommes sur Alta Frequenza en compagnie de Dominique Lanzalave. Bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle cet ouvrage Cabaret Corse Autant des guitares, publié aux éditions Albiane, ainsi que le documentaire Autant des guitares, donc réalisé en parallèle. L'ensemble des émissions aussi que nous avons réalisées sur le www.alta-frequenza.com sur cette question des cabarets. Et aujourd'hui, enfin ce soir, on va parler de la réhabilitation. On le voit aujourd'hui de certaines figures, par exemple Tino Rossi qui longtemps a été, on peut dire décrié, en tout cas est apparu comme le chanteur folklorique par excellence. Aujourd'hui, on peut dire qu'il se refait une virginité. Enfin, folklorique, c'était carrément lorsqu'il y a eu le clivage des années 70-80 entre l'ancienne génération et la nouvelle, forcément la figure emblématique c'était Tino Rossi, puisque pour les anciens c'était une référence. Moi je me rappelle mon père, le jour où Tino Rossi est décédé, j'avais l'impression qu'il avait perdu quelqu'un de sa famille. Et pour la nouvelle génération, par contre, Tino Rossi, c'était l'horreur. C'était celui qui chantait en français, celui qui chantait des mélodies romantiques. On est complètement à l'inverse du chant engagé ou de la polyphonie. Or, c'est vrai qu'à partir des années, fin des années 90 et début des années 2000, on commence même la nouvelle génération commence à redécouvrir le répertoire de Tino Rossi, commence à se poser des questions, commence à se dire, tiens, finalement, c'est le premier qui a enregistré des chansons en Corse. Il a fait chanter la Corse partout dans le monde, puisqu'il a eu un succès immense. Et donc, ils vont aussi fréquenter les proches de Tino Rossi qui étaient toujours vivants, comme Antoine Bonelli, comme Jean Bossi, le guitariste Jean Bossi, ou François Giordani, qui jouait avec Tino Rossi. Ils se croisent dans les cabarets, justement, qui existent encore. Et puis, donc, il y a vraiment, comment dire, pas un mea culpa, mais quelque part une redécouverte, en fait, de cet ancien répertoire, des pionniers, et puis une vraie réconciliation, puisque des gens comme le groupe Voce Vent vont participer au spectacle organisé par exemple par Bastien Armagne à Ajaccio en hommage à Tino Rossi. Christophe Mondolagne aussi récemment avec on peut dire son spectacle entièrement dédié à Tino Rossi. Voilà, Christophe Mondolagne qui a fait un spectacle entièrement, comme vous le dites, d'hommage à Tino Rossi. Donc c'est vrai qu'il y a la réhabilitation de cette figure de Tino Rossi. Moi, quelque part, ça ne m'étonne pas du tout, puisque, comme je l'explique dans le livre, s'il y a eu des cabarets corses, il y a eu tout ça aussi, on le doit beaucoup aussi à la base à Tino Rossi, puisqu'il avait fait connaître la Corse ailleurs. Il y avait chez les continentaux, je dirais, une curiosité pour la Corse et pour le chant corse, en les voyant dans les films de Tino Rossi, dont un film porte le nom mythique, Le son des guitares, qui a donné lieu qui a été repris par plusieurs cabarets. Donc forcément, mais même les autres, là je parle de Tino Rossi, mais même d'autres chanteurs corses avaient été un peu rejetés. Il faut bien le reconnaître. Finalement, le seul à avoir traversé les époques, c'est Antoine Ciosi. Alors, c'est vrai que c'est Antoine Ciosi. C'est vrai qu'Antoine Ciosi, il a fait la transition. Parce que déjà, lui, fin des années 60 et début des années 70, il sort déjà des chansons et des albums, je dirais... Je ne sais pas si je peux employer le mot engagé, mais oui, quand même, où il dénonce en fait cette Corse qui souffre, qui disparaît, qui se vide de ses habitants. Et il a déjà fait cette transition-là, c'est vrai, dans les années 70. Il avait un spectacle Son et Lumière, où il était habillé en Corse, comme ça, avec Maryse Nicolai et Tintin Pasqualini, qui jouaient aux Journées de l'Arc, par exemple, des frères Simeoni. Donc c'est vrai qu'on peut dire qu'il a fait la transition. Mais il y en a d'autres. Je veux dire, d'un point de vue, on n'a pas évoqué sa figure, et je pense que je vais avoir des problèmes musicaux et culturels. C'est Charles Raux Charles Raux qui est apprécié aussi bien par l'ancienne génération que la nouvelle. Pour eux, il fait vraiment la transition. Et il y en a d'autres. Tony Toga, les chansons de Tony Toga, Ritorno ou Fortunato, certains les chantaient en disant c'est une chanson traditionnelle. Alors que ça avait été écrit par Tony Toga. Voilà. Merci beaucoup. Et puis rendez-vous demain pour cette dernière émission de la semaine en votre compagnie. À demain. Au revoir. Merci, au revoir.